Ce qu'il faut bien voir en termes de répression policière qui est très très violente depuis le 17 mars et ce qui s'est passé à Tolbiac, cette répression elle tente de se justifier médiatiquement parce que les préfectures et les médias appellent les casseurs. Il s'agit ici de déconstruire aussi ce mythe qui n'est en fait qu'un dispositif politique qui présente une situation où la majorité de la population, incarnée dans les bons manifestants, serait mise en danger par une minorité radicalisée. Tout d'abord, il faut déjà signifier que cette division est totalement factice. Il n'y a pas de division dans les cortèges, dans les actions, entre une minorité violente qui serait extérieure à ce mouvement et une majorité pacifique. Toutes les personnes qui sont là dans ces manifestations ont une raison politique d'y être et revendiquent certaines choses. Il s'agit déjà ce dispositif de casseurs vise à invisibiliser les raisons politiques de certaines actions. On remarque en plus que dans les manifestations de la jeunesse, le gouvernement cherche à présenter un cortège de têtes violents, essaye de nous présenter un méchant black bloc qui réunit le plus souvent des étudiants, des lycéens qui ne sont pas là pour casser du plic, qui ne sont pas là pour casser des vitrines, mais qui aussi souvent ne se sentent pas représentés dans les autres cortèges de la manifestation. Sont-ils pour autant violents ? Je ne le pense pas. Toute la rhétorique du gouvernement est d'orchestrer un mensonge pour terroriser la population. On entend parler de manifestants masqués qui seraient prêts à en découdre et qui seraient de surcroît de plus en plus nombreux. La réalité n'est pas qu'il y aurait un contingent d'individus radicaux qui grandirait. La réalité est que depuis les manifestations qu'on a tous vécues, depuis près de 2 mois, par exemple depuis le 31 mars, on a toute une jeunesse qui est lycéenne, qui est étudiante, mais aussi de plus en plus des travailleurs qui viennent manifester avec nous, qui ont fait l'expérience dans des manifestations d'être gazés, d'être matraqués gratuitement, lâchement, et ce sans aucune raison. Donc c'est normal aussi de voir que ces individus qui seraient masqués et dangereux, c'est avant tout des gens qui ont envie de se défendre et qui ont envie de dire non, je refuse qu'on m'impose cette violence, du gaz lacrymogène que l'on veut me faire respirer. Cette violence policière, c'est avant tout elle qui crée la violence des manifestants, quand elle existe. Pourquoi voit-on certains manifestants lancer des pavés sur les forces de l'ordre ? C'est une jeunesse qui est maltraitée, qui est exploitée, qui a compris depuis longtemps que le système capitaliste cherchait avant tout à l'exploiter systématiquement et que pour aboutir à la chute de ce système, il fallait l'affronter. Au-delà de ce constat d'une domination qui est systémique, il y a une oppression qui est systématique dans la rue. Quand on cherche à faire entendre sa voix en tant que manifestant, on ne peut pas accepter d'être encadré militairement par l'armée, par la gendarmerie, de voir des cortèges coupés, de voir des baqueux et des agents des renseignements généraux errer dans nos cortèges déguisés en journalistes indépendants ou en syndicalistes. Ajoute-les à cela des provocations, des insultes, des menaces de mort et de viol de la part de la police. Il est normal qu'au bout d'un moment, la révolte éclate et qu'on puisse ne plus supporter de voir en face de vous celui qui, la veille, le jour précédent, vous a menacé flashball sur la temple de mort si vous ne quittiez pas la ville. L'État, actuellement, est dans une situation où il n'arrive plus à faire fonctionner l'illusion démocratique. On a un gouvernement qui est crédité de 13% d'opinion favorable et il cherche à se légitimer, cherche d'autres moyens pour légitimer sa domination. Pour cela, à mon sens, il crée et déclenche une violence pour pouvoir mieux la réprimer et se présenter comme un défenseur du peuple, comme un défenseur du bon ordre des choses. À la figure du terroriste post-13 novembre, s'est substituée aujourd'hui la figure du casseur gauchiste dont nous parle la dernière couverture de Valeurs Actuelles. L'État a en effet besoin d'un ennemi intérieur contre lequel lutter pour légitimer son pouvoir omnipotent. Et ne nous trompons pas, c'est vraiment la raison pour laquelle on a prolongé l'état d'urgence et qui durera encore jusqu'en juillet. C'est la raison pour laquelle on promeut des lois comme la loi Urvoas qui va acter une présomption de légitime défense quand un flic tire sur quelqu'un qui ne lui fait pas face. Il s'agit de donner à l'État les moyens de réprimer et de ne pas pouvoir être inquiété quand il tuera à nouveau des innocents dans la rue. Face à cela, il est de notre devoir de se révolter, il est de notre devoir d'affirmer qu'un autre monde est possible, que si cet État capitaliste néolibéral veut nous enfermer dans un état de précarité, veut nous enfermer dans un état de misère constant, nous pouvons et nous devons lutter contre ça. Nous devons affirmer
qu'un État qui ne défend que les intérêts d'une minorité par la violence, cette minorité qui, de surcroît, détient les moyens de production, cet État est illégitime. Il faut donc le faire tomber. Nous partons de loin, cependant. On voit que l'État nous a façonné des individus pour que ces individus pensent légitime la violence de cet État. Face à cela, nous répéterons inlassablement ce qu'est la réalité de cet État répressif et nous soulignerons systématiquement les intérêts qu'il défend. Ces intérêts, ce sont ceux du capital et tout l'arsenal répressif déployé ne cherche qu'à diviser un mouvement qui veut construire le seul outil qui pourrait réellement faire peur aux vautours du CAC 40. Et ça, bon, je sors un peu du débat sur la répression policière pour finir, mais ce seul outil, on en a beaucoup parlé depuis 2 mois, et il est remarquable de voir qu'en France, la réflexion autour de la grève générale reconductible est venue très tôt. La répression, je pense, au niveau du mouvement de jeunesse, ne nous a pas arrêtés en 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est gazé, matraqué, qu'on nous lance des grenades de désencerclement, qu'on nous emmène au commissariat pour des vérifications d'identité, qu'on cherche à nous condamner pour rébellion ou pour outrage à agent. Cela ne nous a pas arrêtés en 2 mois et ça ne nous arrêtera pas et on continuera à lutter jusqu'au bout. Du coup, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est parce que alors sur cette mobilisation, on a vu aussi que les lycées, c'est un des secteurs qui a aussi particulièrement subi la répression. C'est quelque chose qu'on a pu voir par exemple dans les manifestations lycéennes qui avaient lieu le matin, où on a eu l'impression que les CRS se sentaient un peu avoir les mains libres, quoi. Où ils n'hésitaient pas à gazer, à matraquer, à couper des cortèges, etc. C'est ce qu'on a vu par exemple à la manifestation du 5 avril, où en gros, quand la manifestation est partie le matin, les CRS ont profité d'une brèche dans le cortège pour du coup encercler toute la partie qui était à l'avant du cortège, pour matraquer tous les lycéens qui étaient dedans, pour gazer tout le monde. Moi j'ai vu des potes à moi qui sont ressortis de ce cortège avec un nez pété, complètement en sang, etc. Et que pendant en fait que la police matraquait, gazait tous ces gens-là, les nassait sur le côté, et que de l'autre côté, il y avait toute la manifestation qui était à l'arrière et qui disait non, on ne bouge pas, on n'avancera pas tant que vous n'aurez pas libéré nos camarades. Ce que faisaient les CRS, c'est qu'en gros, ils nous poussaient à coups de bouclier et ils nous gazaient. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi la manifestation du 14 avril, juste avant les vacances. En gros, après aussi une manifestation lycéenne le matin qui s'était passée, qui était plutôt bon enfant finalement, qui s'est passée sans trop d'incidents, où en gros les CRS ont à la fin de la manifestation décidé de nasser tous les lycéens qui restaient, où on a vu une nasse avec peut-être 1000 lycéens dedans. Et où au final ça a continué toute la journée à la manifestation lycéenne et étudiante de l'après-midi, qui devait en fait se rendre à Bastille. Les CRS ont décidé que non, cette manifestation n'avancerait pas et ont tout simplement gazé tout le monde à République comme jamais on avait vu ça. On gazait tout le monde, on matraquait tout le monde. Les peu de gens qui réussissaient encore à se lever, qui n'étaient pas trop gazés, on voit par exemple des vidéos sur internet de gens qui arrivent encore un peu à avoir un peu les esprits en ordre, qui se relèvent et où les CRS les regazent, les rematraquent. Il y a eu ça, il y a eu en fait ce jour-là une volonté vraiment de tuer la mobilisation, en tout cas lycéenne, dans l'œuf, juste avant le départ en vacances, quoi. Hier encore à la manifestation, il y a encore des dizaines et des dizaines de lycéens qui se sont retrouvés nassés à Saint-François-Xavier. Et autant si de manière générale tout le mouvement lycéen se fait bien péter la gueule, c'est aussi encore pire en fait sur les banlieues et dans les quartiers populaires. Tout le monde a vu la vidéo du lycéen de Bergson qui se fait péter la gueule par un CRS sur un blocus. Il y a eu dans le 92, 47 lycéens qui ont été convoqués à la sûreté territoriale pour avoir bloqué leur lycée, 13 qui ont été mis en garde à vue, il y en a qui vont sûrement passer en procès. Il y a eu aussi par exemple au lycée Cachin à Saint-Ouen, eux pour le coup à chaque blocus ils ont le droit en fait à l'armée devant le lycée qui est là pour intimider les lycéens. Et finalement en fait malheureusement j'ai envie de dire c'est pas très étonnant, parce que oui, comme ce qui a été dit précédemment, c'est révélateur en fait aussi de la violence que subissent les jeunes des quartiers au quotidien, que ce soit par le contrôle aux faciès, que ce soit par le harcèlement policier. Et
Autant donc il y a cette répression, répression policière qu'on voit sur le mouvement lycéen, autant il y a aussi une répression qui est plus, on va dire, de type administrative. Il y a eu, par exemple, le 31, plus d'une vingtaine d'établissements qui ont été fermés administrativement, en tout cas sur la région Île-de-France, où en fait l'administration avait peur que ça se mobilise trop ce jour-là, ou que j'en sais rien, que ça pète, j'en sais rien, et que du coup ils ont décidé tout simplement, hop, on va fermer les lycées, on va empêcher les mobilisations lycéennes ce jour-là. On a vu aussi des administrations qui appellent elles-mêmes la police les jours des blocus. On a vu aussi des administrations qui refusent la tenue d'assemblée générale dans les lycées et qui du coup en fait essayent d'empêcher l'auto-organisation des lycéens. Il y a eu aussi par exemple pendant l'occupation de Sophie Germain, le préfet de police qui du coup a envoyé plusieurs CRS sur place, qui ne sont pas directement rentrés dans le lycée, mais en tout cas il y a quelques policiers qui y sont allés et qui ont courtoisement expliqué aux lycéens que ils acceptaient de dégager, ou ils allaient se faire péter la gueule. Mais dit de façon très polie, hein, surtout quand même. Finalement, en fait, pourquoi est-ce que ce gouvernement y réprime ? Nous aussi, on fait le constat que c'est un gouvernement qui déjà se sent hyper faible, qui est carrément obligé en fait d'utiliser le 49.3 pour faire passer ces lois bidons, vu qu'il a même pas la majorité, et que c'est un gouvernement qui se sent faible et qui en fait s'attaque aussi à un secteur qui est particulièrement stratégique, parce que la jeunesse, c'est un secteur qui est très dynamique, qui se mobilise aussi assez facilement, puisque c'est plus facile pour un lycéen de bloquer son lycée que pour un travailleur qui doit faire grève, qui perd une journée de salaire, etc. Et c'est un secteur qui est capable de mettre en confiance et de mettre en branle tout un tas d'autres secteurs de la société qui subissent la précarisation, qui subissent la régression sociale. Et donc réprimer la jeunesse, il y a une volonté, comme tu le disais, de vouloir l'isoler du reste du mouvement social. Il y a une volonté de démoraliser les gens, en espérant que, en matraquant, en gazant, que du coup les gens ne reviennent pas en manifestation. C'est un obstacle, ça peut être un obstacle à la massification, mais il faut voir aussi que la répression, elle est à double tranchant, parce que où l'État pète la gueule de tout le monde et il espère en fait que plus personne ne retourne en manifestation, ou il y a aussi l'effet inverse, où en fait il y a des lycéens qui se font interpeller, qui se font mettre en garde à vue, mais quand ils ressortent, qui ont encore plus la haine, qui ont encore plus la niaque, et qui ont qu'une envie en fait de retourner en manifestation et de mettre la misère à ce système, quoi. Et c'est ça, il y a aussi le fait que le gouvernement, il peut essayer de réprimer tranquillement dans son coin. Il a cru penser, par exemple, avec le cas du lycéen de Bergson, que des CRS pouvaient péter la gueule d'un lycéen et que personne ne saurait, que en fait, ça resterait secret. Finalement, ça a été tellement médiatisé, on en a tellement parlé sur les réseaux sociaux, que même la télévision a été obligée d'en parler, et qu'il y a eu tellement de gens scandalisés, il y a eu tellement de lycéens scandalisés qu'aux manifestations lycéennes qu'il y a eu juste après, il y avait encore plus de lycéens dans la rue qui étaient juste hyper énervés par ce qu'ils avaient pu voir, quoi. Et il faut voir aussi comment nous, est-ce qu'on utilise en fait la répression comme un moteur de la mobilisation. Parce que on peut voir aussi qu'il y a quelques aspects entre guillemets positifs dans cette répression. C'est que déjà de une, plus personne ne croit que l'État il est là pour nous protéger, ça c'est sûr et certain. Quand en fait on a un CRS qui nous défonce la gueule et qui nous explique qu'il est là pour nous protéger, forcément ça marche plus. Et il y a aussi en fait finalement une jeunesse qui se mobilise et qui apprend à faire face petit à petit à la répression. Il y a tout un tas de réflexes qui ont été adoptés, on prend des lunettes de piscine en manifestation, on prend du Malox sur nous parce que au moins ça limitera l'effet des gaz lacrymogènes. Il faut voir aussi comment est-ce que nous on apporte une réponse collective à cette répression, étant donné qu'on la subit partout sur tous les secteurs. Et que finalement, en fait, devant chaque commissariat où il y aura des interpellés, devant chaque procès, sur chaque en fait, lieu de travail où il y aura des travailleurs qui se seront fait réprimer parce qu'ils auront tout simplement osé dire non à ces conditions de travail, comment est-ce qu'on fait en fait pour être tous ensemble face à la répression ? Parce que c'est que comme ça qu'on va gagner, et parce que la répression, on la subit tous, et que face à ça, il y a une réponse collective à apporter. Pour commencer, je voudrais m'insurger contre les propos de mon camarade de gauche qui a dit tout à l'heure « on se fait gazer gratuitement ». Non, c'est pas gratuit, ça coûte très cher les grenades lacrymo, c'est payé par nos impôts. Et c'est pas pour rien qu'il y a une rallonge de 600 millions d'euros pour les forces de l'ordre en 2016.
moi, je débarquais un peu, j'ai fait 36 heures enfermé, donc après je sors, je découvre un peu tout ce qui se passe, plein de choses ont l'air de changer. Il y a une manif de flics, je me dis, oula, une manif de flics, ils doivent peut-être, ils se disent, ils ont fait un peu de politique, ils se disent, oula, on est les chiens de garde de la bourgeoisie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils ont manifesté contre ça. Limite, ça nous met la pression, du coup, les enseignants vont être obligés de faire des manifs pour dire, c'est pas juste que l'école reproduit des hiérarchies sociales, enfin bref. Mais on me dit, non, c'est pas trop ça. Donc je me dis, c'est peut-être. Au moins, ils luttent sur leurs conditions de travail, comme font tous salariés, une manif syndicale contre leur employeur pour dire c'est pas normal, on nous fait bosser dans des conditions pas possibles, faut balancer des gaz lacrymaux partout. Comme à Gennevilliers, quand on n'est pas dans le sens du vent, on se les prend toutes, c'est eux qui en ont mangé le plus à Gennevilliers. Mais non, on me dit c'est pas ça non plus. En fait, la manif du 18, c'est contre les manifestants. Donc c'est contre la stigmatisation dont les policiers seraient victimes de la part des manifestants. Donc là, je ne comprends pas bien en quoi ça consiste. C'est un peu, je me dis, comme si les travailleurs des abattoirs faisaient une manifestation contre les vaches. C'est un peu curieux. Mais ça nous dit, malgré tout, ça nous dit quelque chose. C'est cette police qui devient un peu le chouchou du gouvernement parce qu'elle ne peut pas en avoir d'autres. Se radicalise dans cette virtualité qu'a toute police d'être un corps social complètement autonomisé du reste de la société et de se réduire à sa plus simple expression de service d'ordre d'un gouvernement. Et là, de plus en plus, c'est uniquement ça. Et le gouvernement a besoin de ce service d'ordre, on l'a vu au cours des dernières manifestations, dans des proportions qui sont tout à fait considérables, a besoin de ce service d'ordre, parce qu'on l'a dit, la bataille de l'opinion a été perdue. D'où la rallonge de 600 millions d'euros, alors que par ailleurs c'est l'austérité généralisée pour les services publics. Et aussi, il se lie les mains. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Éric quand il dit il n'y a pas de bavure, il y a une politique. Clairement, la responsabilité, elle est du côté de Cazeneuve, de Valls, de Hollande. Mais en donnant carte blanche aux flics sur un certain nombre d'objectifs qui est d'intimider, de diviser, d'empêcher de manifester, il est obligé de leur donner carte blanche sur les moyens. L'objectif est tellement précis, ça la sociologie de la police nous l'enseigne bien, quand l'objectif est précis, forcément, il y a toute l'attitude sur les moyens. Je ne pense pas que Cazeneuve ait donné l'ordre de donner un gros coup de poing dans la gueule d'un lycéen de 15 ans. Mais c'est la conséquence logique des consignes qu'il donne. Alors c'est quoi l'objectif ? Je vais là aussi répéter un peu ce qu'ont dit les petits camarades. Premier objectif, c'est l'intimidation. Et on est bien obligé de constater que ça marche. C'est-à-dire que les manifs, en regard de l'opposition qui a l'air assez générale à la loi travail, les manifs, elles n'ont pas été au niveau attendu, au niveau qu'on espérait. Parce que les gens ont peur. Quand on tracte, moi je tracte pas mal à Aubervilliers contre la loi travail en disant on va en manif. Les gens disent, un certain nombre de gens disent ils ont peur. Un certain nombre de jeunes qui ont l'habitude et de la précarité et de la répression policière disent ils ont peur de manifester, ils ont peur de se faire choper. Et qu'est-ce que je peux leur répondre, moi qui prof de fac, me suis fait choper, contre qui on a demandé la détention provisoire, alors que je suis du bon côté de la barrière par rapport à eux. C'est extrêmement difficile. Et moi-même, qui suis relativement protégé, donc j'ai été arrêté, mais je suis sorti, ce qui me vaut le plaisir d'être devant vous, mais j'ai un procès en octobre. Je suis pas une tête brûlée, on me dit que j'ai piétiné un flic, on m'accuse de ça, je me découvre une ultra-violence que je ne connaissais pas, mais je suis pas une tête brûlée, et par exemple mardi, quand je vois le message qui dit on va tous à l'Assemblée nationale, je sais que c'est pas autorisé, vu la vitesse à laquelle ça s'est décidé, je vois que c'est en réaction 49.3, je me demande est-ce que j'y vais ? Est-ce que je vais prendre le risque de me faire arrêter, d'avoir un deuxième éventuel témoignage de flic qui va dire que j'ai cogné sur un flic parce que moi je me suis fait cogner comme la première fois. Donc malheureusement, cette intimidation, en tout cas sur moi, et j'espère que c'est pas le cas sur tout le monde, mais je suis pas particulièrement courageux, elle marche. Le deuxième élément, malheureusement, c'est aussi la diversion, à travers la figure que tu as évoquée des casseurs, à travers le fait que cette réunion publique, je suis très content d'y participer, mais ça me fait chier que ce soit pour parler de la violence policière plutôt que de la loi travail, qui est quand même une horreur absolue, qui nous promet des dégâts sur des années et des années, ce qui est quand même un truc particulièrement vicieux et insidieux, c'est que c'est pas
une régression immédiate où on va vous dire on vous baisse le SMIC de 50% par exemple. Non, on va laisser on va laisser la gangrène s'installer progressivement d'entreprise en entreprise avec ces histoires d'accords dérogatoires qui peuvent réduire les droits en dessous du Code du travail ou en dessous de l'accord de branche. Donc une première entreprise va réussir à négocier avec sa CFDT locale un accord particulièrement dégueulasse et les autres entreprises du même secteur vont dire vous voyez bien que là on nous fait une concurrence déloyale, on est obligé de s'aligner et ce sera en partie vrai. Donc c'est une destruction programmée des droits, c'est un nivellement par le bas, mais qui est laissé comme ça, qui va être un grignotage progressif. Et c'est ça malheureusement dont on parle moins, du fait qu'on est obligé de parler de la répression policière. Alors malgré tout, et puisque chacun a fini sur des aspects positifs, moi je trouve que ce qui relie malgré tout les deux, le thème des répressions policières et la lutte contre la loi travail, ce qui relie les journées d'action qu'on a connues depuis le début et ce qui relie aussi ce qui a fait le lien entre ces journées d'action, c'est l'ensemble d'assemblées générales, de nuits debout, de tout ce qui a permis d'entretenir une ambiance tout à fait réjouissante quand même au regard des 4 années de plomb qu'on s'est tapé auparavant. Je pense que c'est un souci radical de la démocratie. Souci radical de la démocratie vis-à-vis notamment des libertés publiques, de la revendication du droit de manifester, puisqu'il est singulièrement mis en cause. On essaye de singulièrement le remettre en avant, de dire que c'est quelque chose de tout à fait intangible et qu'on ne nous empêchera pas de manifester. L'autre élément, c'est aussi la démocratie dans le sens de l'égalité de traitement entre tous les habitants d'un même territoire. Et effectivement, en parlant des violences policières, on est obligé, en parlant aussi de la justice de classe qui se manifeste, parce que derrière les violences policières, il y a des gens qui se font arrêter, il y a des gens qui, comme moi, ont la chance d'en sortir, mais il y a eu des comparutions immédiates avec des gens qui ont été condamnés à de la prison ferme ou qui ont été foutus en détention provisoire quand ils ont refusé la comparution immédiate. Donc, en découvrant ce mécanisme-là, se repose la question effectivement de l'égalité de traitement face à ces institutions répressives. Je sais très bien parce que je lis pas mal de sociologie de la justice et de la police, mais en garde à vue et puis au dépôt de Bobigny, j'ai pas croisé Balkany, j'ai pas croisé Cahuzac, j'ai pas croisé Chatillon du Front National, tous les gens qui étaient cités dans les Panama Papers. J'ai croisé des gamins de 20 ans qui avaient 10 grammes de shit sur eux, croisé des pickpockets qui avaient volé au maximum 50 balles. J'ai croisé aussi un sans-papier à qui on remettait une obligation de quitter le territoire. Voilà le quotidien de la police à Saint-Denis et le quotidien du tribunal de Bobigny. Donc il faut aussi en finir avec cette police et cette justice de classe et de race. Et puis dernier élément, un souci de la démocratie radicale qui ne s'arrête pas aux portes des entreprises, parce que ce qui se passe avec ces simulacres de dialogue social qu'on essaye de mettre, de soi-disant promouvoir, ce qui se passe avec plusieurs lois, hein. On a eu la loi de sécurisation économique en 2013, on a eu la loi Rebsamen à l'été 2015, et là on a la loi travail, c'est une réduction. On sait qu'une entreprise c'est une dictature, mais il y avait quelques contre-pouvoirs vaguement. Toutes ces lois sont faites pour étouffer ces contre-pouvoirs. Donc je pense que l'enjeu n'est pas seulement d'une posture défensive en disant il faut maintenir ces contre-pouvoirs, même si ça fait partie du truc, mais c'est aussi de dire au bout d'un moment pourquoi la démocratie c'est bien à l'extérieur de l'entreprise, mais ça l'est pas à l'intérieur. Et donc ça pose la question de la propriété collective des moyens de production, de l'autogestion, etc.